bioalimentaire est vraiment au cœur des préoccupations actuelles et on voit également que les crises successives qu'on a connues dans les dernières années ont vraiment mis en évidence en fait l'importance vitale et je dirais même presque essentielle du secteur bioalimentaire, tout en mettant également en avant un petit peu la vulnérabilité de ce secteur-là. Que l'on parle par exemple pendant la pandémie, on a tous remarqué, en fait, constaté la fragilité des chaînes d'approvisionnement alors que les épiceries faisaient face à des pénuries d'aliments. Ou encore lorsque l'on pense aux récoltes qui ont été mises en péril avec les conséquences des changements climatiques, que l'on parle de sécheresse, de pluies torrentielles, d'inondations ou même des incendies. On peut parler également encore des ménages en fait qui ont tiré la sonnette d'alarme face à l'augmentation du coût des aliments. Parallèlement à tout cela, en fait, on voit que le secteur bioalimentaire est vraiment un moteur de l'économie du Québec. Il est présent dans toutes les régions, il emploie plus de 450 000 personnes, donc c'est un emploi sur 8 au Québec. Et on voit vraiment que c'est un levier important pour la vitalité des territoires. Alors pourquoi un secteur bioalimentaire? On a décidé vraiment de s'arrimer avec les définitions qui est utilisée par le MAPAC, qui distingue finalement le secteur agroalimentaire du secteur bioalimentaire. Et parce que le secteur bioalimentaire ajoute en fait tous les produits de la mer. Donc en fait, quand on va parler de secteur bioalimentaire, il faut vraiment considérer tous les maillons du producteur jusqu'au consommateur, en passant par la transformation et la distribution. Les domaines d'études dans ce contexte-là sont vraiment vastes et l'avantage en fait à Cyrano, on a énormément de chercheurs qui s'attardent à trouver des réponses en fait à l'ensemble de ces questions et à essayer d'identifier des recherches qui permettraient d'améliorer en fait le secteur bioalimentaire actuellement. Et donc le Cyrano, à travers ces recherches-là, va fournir à la fois des données probantes, des analyses objectives, à la fois pour contribuer à la réflexion, mais aussi pour amener des éléments de réflexion pour aider à la prise de décision de toutes les parties prenantes du secteur bioalimentaire. Alors, la pandémie de COVID-19 a fait ressurgir des concepts comme l'autonomie alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, mais on les utilise un peu pêle-mêle, en fait. Ces concepts-là ont tous l'alimentation en commun, mais ils sont quand même très différents. Quand on parle d'autosuffisance alimentaire, on a cet objectif de s'auto-alimenter, donc d'être en autarcie agricole, de pouvoir produire ce que l'on a besoin pour s'alimenter en tant que pays, en tant que région. Vouloir atteindre l'autosuffisance alimentaire, selon moi, ce n'est pas très pertinent, économiquement du moins, pour un pays. Premièrement, si on pense juste au Québec, par exemple, avec le climat qu'on a, il est inconcevable de commencer à planter des oranges, des bananes dans les serres. Là, économiquement, ce n'est pas viable. Et d'un point de vue plus macroéconomique, si chaque pays devient autosuffisant et vise une autosuffisance, on amène d'autres risques, en fait. Quand on pense aux risques climatiques, quand dans une région, par exemple, il y a des problèmes climatiques qui font que la récolte n'est pas suffisante, il y a une autre région où le climat aura été plus clément. Et donc, ça permet quand même de gérer le risque au niveau géographique. Après, on a la notion de souveraineté alimentaire qui a émergé en 1996 au sommet de l'alimentation. Et l'idée, c'est comment un pays va mettre en place, développer ses politiques basées sur des considérations locales, donc les besoins de sa population, les besoins de sa production, de sa distribution, de sa transformation, de sa consommation. Donc la capacité pour les pays à élaborer leurs politiques basées sur leur réalité, mais sans nuire au fait que les autres pays aussi peuvent développer leurs politiques. C'est sûr que dans la notion d'autonomie alimentaire, il y a une question d'autosuffisance. Donc, on cherche quand même à atteindre un certain niveau d'autosuffisance, de production alimentaire locale pour nourrir les populations. Ça permet de revitaliser le secteur agricole, de s'assurer qu'il y ait une activité agricole sur les territoires. Ça permet aussi d'amener la notion de développement durable dans l'agriculture, mais aussi dans les chaînes d'approvisionnement et de prendre en compte aussi des aspects santé. Donc, selon moi, c'est vraiment un concept gagnant que les communautés, que les pays, les régions veuillent avoir plus d'autonomie alimentaire. En fait, un des grands problèmes de l'alimentation, c'est la dépendance aux emballages. Et un des défis qui nous attend dans les prochaines années, c'est comment se retirer des emballages. En fait, comment réorganiser notre système d'alimentation pour que les emballages ne soient plus aussi essentiels. C'est une question très difficile parce que, comme nous l'a montré la pandémie,
Les questions sanitaires sont prédominantes. Le Canada, chaque année, produit ou importe à peu près 4,6 millions de tonnes de plastique. Et la moitié de ces plastiques servent à faire des emballages. Et les emballages, aujourd'hui, on est capable d'en recycler à peu près... en fait, le plastique, on en recycle à peu près 6 à 9 %. On est très loin d'avoir un système durable de ces emballages. Beaucoup partent dans l'enfouissement ou sont exportés vers d'autres pays. Et ce qui se passe, en fait, c'est pour les plastiques notamment, on exporte de moins en moins depuis que la Chine a coupé ses frontières à l'importation de déchets ou de matières recyclables de mauvaise qualité. Et malheureusement, le Canada s'inscrit là-dedans. Là, on produit malheureusement des matières recyclables de piètre qualité. Donc, on a trouvé d'autres avenues, d'autres pays de l'Asie du Sud-Est notamment, mais ces pays se sont vus aussi rapidement débordés, là, vu la coupure de la Chine. Et donc, ces pays ont aussi instauré des politiques plus strictes à l'importation. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on le réutilise, on le récupère de plus en plus au Canada. On l'exporte aussi de plus en plus vers les États-Unis. Un des grands enjeux, c'est que chaque détaillant constate le problème, voit le problème des emballages, mais chacun individuellement n'a pas intérêt à bouger parce que si moi je fais plein d'efforts pour les emballages, je risque d'être pénalisée versus les compétiteurs qui, eux, ne feraient pas ces mêmes efforts et donc n'auraient pas ces coûts supplémentaires à gérer, etc. L'alternative, c'est l'offre en vrac, le vrai vrac, c'est-à-dire on arrive avec nos contenants, on remplit, notre bouteille de ketchup réutilisable ou sinon, ça se reflète dans le prix des aliments, donc les prix sont plus élevés. Et là, le consommateur, il se dit, ça devrait pas être plus élevé parce que moi aussi, je fais plus d'efforts, donc j'aimerais que ce soit moins cher. En fait, je fournis le contenant. Est-ce que ça devrait être moins cher? Mais de façon générale, effectivement, on s'aperçoit cette année que la population a tendance à être plus critique envers le secteur bioalimentaire et bien que la confiance demeure élevée envers les entreprises, on voit quand même que quand on leur pose la question, par exemple, sur les facteurs qui influencent ou qui sont la cause de l'augmentation du coût des aliments, le blâme est beaucoup plus tourné vers les transformateurs, vers les détaillants que vers la conjoncture. Face à cette méfiance-là, en parallèle, on constate pourtant une préoccupation très grande pour tout ce qui est enjeux environnementaux, que l'on parle justement de l'utilisation des pesticides, de la santé, du bien-être animal, de l'utilisation d'hormones de croissance pour les animaux. Tous ces enjeux-là font partie des 10 préoccupations, des 10 enjeux les plus préoccupants sur les 38 qu'on étudie. Sur le plan global, donc lorsqu'on regarde le secteur agricole, comme le reste de la société, on a une conscience forte sur le fait que nos pratiques doivent être plus économes sur l'utilisation des ressources naturelles et avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc, il n'y a pas de doute que notre secteur, que ce soit la production, la transformation ou même la consommation, nous sommes conscients que nous devons avoir des pratiques plus durables. Sauf que lorsqu'on regarde, que ce soit au niveau de la production, de la transformation, on voit que les changements fondamentaux n'ont lieu que lorsqu'on a des politiques qui compensent, donc lorsqu'on a de la carotte. Donc c'est là qu'on change la trajectoire et qu'on a un peu plus de comportements durables qui sont mis en œuvre. Donc les politiques semblent importantes pour modifier nos comportements. Et on l'a vu avec le récent PAD où dès qu'on a eu un financement qui a été disponible, il y a beaucoup de producteurs qui ont été prêts à mettre en place donc des comportements qui sont plus écologiques, des pratiques qui sont plus écologiques, qui sont plus durables. Et de mon point de vue, nos politiques doivent bien cibler, que ce soit nos mécanismes d'atténuation des impacts, et là je pense plus spécifiquement aux questions de changement climatique, mais d'adaptation. Parce que dans tous les cas, nos changements climatiques sont déjà présents et il nous faut nous adapter.
On y est déjà, donc on sent que la réglementation est essentielle pour changer les habitudes. Et ensuite, peut-être des incitatifs, soit des programmes d'accompagnement pour faire une transition vers le vrac qui serait nécessaire. Et un accompagnement, pas juste chez les détaillants, mais tout au long de la chaîne de valeur. Comment réorganiser, consultation en fait publique, comment réorganiser le secteur et comment s'assurer qu'on satisfait à des préoccupations basiques de logistique, d'hygiène, etc. Parce que c'est des questions qui sont concrètes. Parce que dans tous les cas, nos changements climatiques sont déjà présents et il nous faut nous adapter. Donc il nous faut avoir des politiques, puisque c'est ça qui semble fonctionner, des politiques qui nous permettent finalement de faire en sorte que, même si globalement on a de l'adoption, de faire de la moyenne de pratiques durables, qu'on accélère le pas. Dans des environnements non contrôlés en plein champ, par exemple, où on ne contrôle pas la pluie, le vent, la météo, l'intelligence artificielle pourrait vraiment être très, très utile, encore plus utile que dans les environnements contrôlés. Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'au niveau de la transformation, il va y avoir beaucoup plus d'applications. Donc, on est dans des entreprises plus grandes déjà, qui ont plus de moyens financiers et qui vont adopter de la technologie, notamment de l'intelligence artificielle, pour leurs opérations internes de transformation, mais également dans les champs, avec leurs fournisseurs producteurs, pour mieux arrimer la production agricole avec la transformation, par exemple. Donc cette question, quand même, mérite d'être suivie pour voir comment ça change la structure des entreprises, comment ça change les besoins en capitaux, et finalement, comment élargir nos politiques qui permettent à la relève agricole de s'installer. Donc ça doit être scruté. On pourrait penser également au fait qu'il y a des formes d'organisation des producteurs différentes qui se mettent en place. En Europe, on a des coopératives d'utilisation de matériel agricole qui achètent de l'équipement et qui se partagent entre eux. Donc peut-être que ce seraient des formes d'organisation qu'il faudra regarder, qu'il faudra affiner pour s'assurer finalement que chacune des entreprises agricoles n'ait pas besoin de sa machinerie. En général, ce qu'on observe dans ces coopératives d'utilisation de machinerie agricole, c'est qu'elles sont plus vertueuses dans leur choix d'équipement. Elles tiennent compte de questions environnementales dans leur choix d'équipement. Le développement des technologies numériques dans le secteur agricole pourrait amener à une perte d'expertise chez les producteurs. Il y en a certains qui ont cette crainte de perte d'expertise parce que l'IA, les robots vont pouvoir faire les choses à notre place, vont pouvoir penser, vont pouvoir identifier les problématiques à notre place. Par contre, ce n'est pas du tout généralisé pour le moment. Je dirais plutôt que c'est une fracture qui va se créer entre des producteurs qui, eux, n'ont pas du tout cette crainte-là et veulent aller vers plus de technologie parce que ça les aide et aussi parce que la taille de leur entreprise les oblige à aller vers ces outils-là. Et une autre frange de l'agriculture de producteurs qui y voient vraiment une perte d'expertise, une remise en question même de leur métier. Donc peut-être qu'il va y avoir une fracture qui va s'installer avec le temps. On se rend de plus en plus compte que la donnée est stratégique parce que les décisions sont de plus en plus fines et basées sur des données de plus en plus fines. Donc pour être optimaux dans l'ensemble de nos comportements, en fait, on a besoin d'utiliser une masse importante de données et dans leur globalité. Donc on a vraiment deux dimensions. On n'a pas seulement la dimension, je vais dire, verticale en termes de données, mais on a également une dimension horizontale et il faut qu'on ait la capacité à intégrer toutes ces données dans le processus de prise de décision. D'abord, ce qu'on se rend compte, c'est que le développement du partage de la donnée au sein du secteur agricole se développe sur le modèle d'une économie de plateforme, un peu comme à la Facebook. Donc, les producteurs agricoles achètent des technologies, les utilisent sur leur ferme, ça génère des données. Les données peuvent être récupérées par le fournisseur de la dite technologie qui va les utiliser, les mettre en relation avec d'autres données de d'autres producteurs pour en faire un produit, souvent d'aide à la décision. Le producteur va pouvoir alors acheter aussi ce produit en plus de la technologie. Le premier enjeu, c'est celui de la numératie au niveau même de ceux qui produisent la donnée. Parce que moi, je considère que ce producteur agricole qui produit la donnée, il faut qu'il soit suffisamment conscient que cette donnée est stratégique pour lui. Donc, il faudrait que les personnes qui sont formées dans nos universités, qui sortent de nos universités, qui accompagnent les producteurs et les productrices,
soit capable d'analyser cette masse importante de données qui sont présentes. Parce que notre système de production produit déjà ces données. On a la capacité technique au sein de la société québécoise d'une bonne utilisation de ces données. On a la puissance machine, on a la technologie, on a l'intelligence, donc on a la capacité d'utiliser ces données. Par contre, on est très en retard pour l'utilisation réelle de ces données sur le terrain, alors qu'elles deviennent stratégiques. On pourrait croire qu'avec la révolution numérique dans le secteur agricole, on n'aurait plus besoin d'agronomes parce que l'intelligence artificielle va finir par donner des conseils et on n'aura plus besoin d'agronomes. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ça va être un renouveau pour l'agronome qui va être capable de se former dans les deux disciplines. À terme, par contre, plus l'agriculture va évoluer vers le numérique, vers l'importance de la donnée et où la donnée va devenir presque aussi importante que l'actif terre, là, ça peut poser d'importantes questions, ne serait-ce que sociétales. Parce que quand que l'agriculture va être basée sur la donnée, la question du contrôle de la donnée va se poser. Et qui va contrôler la donnée va contrôler, entre autres, l'agriculture et l'alimentation.